Juste vérifier, c'est bien démarré. Comme ça, tout ce que je fais en démo, le vidéo va être enregistré. Je vais pouvoir le poster aussi dans le post global du cours. Comme ça, vous allez pouvoir écouter ça autant de fois que ça vous fait plaisir. Parfait. Donc, allons-y. J'ai deux versions de projet, la version que je vous ai zippée et une version déjà fonctionnelle avec mes informations de connexion. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord ouvrir ma version à moi et je vais l'exécuter sans trop me promener dans le code. Pourquoi? Parce qu'il y a mes informations de connexion dedans. Présentement, vous avez tous une adresse, présentement, vous avez tous une adresse email Outlook à travers la plateforme Office à travers la plateforme Office 365. Donc, vous avez tous une adresse tcar.online. Donc, ce que j'ai fait c'est que je suis allé chercher dans les configurations du client mail de Tcar, je suis allé chercher les informations suivantes et je vous les ai mis ici dans le dossier que j'ai uploadé sur Omnivox. Donc, la majorité d'entre nous, on a accès à nos emails sur notre téléphone. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on configure le client mail sur notre téléphone. Il y a plusieurs protocoles qui permettent à une application de email de se connecter à votre compte, soit Gmail, soit Outlook, soit Hotmail, peu importe, pour être capable de recevoir les courriers qu'on vous envoie, mais pour aussi être capable de vous permettre, à partir de votre téléphone, d'envoyer des courriers à qui bon vous semble. Donc, ces différents protocoles. Oui. Est-ce Oui, que c'est des API, ça? Non, ce ne sont pas des API. Ce ne sont pas des API, sont vraiment des protocoles de communication, POP, IMAP, SMTP. Et heureusement pour nous, ben, le .NET, tous ces protocoles qui sont relativement complexes en termes de règles d'échange d'informations, ben, tous ces protocoles sont déjà implémentés dans des classes, dans le namespace system.net. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais présenter certaines des classes qui nous permettent de nous configurer, pardon, pas de nous configurer, de nous connecter à notre compte mail et donc d'utiliser notre propre compte mail pour envoyer des emails. Donc, ce que j'ai préparé comme démo, on va le voir tout à l'heure, c'est un petit formulaire dans lequel je peux rentrer l'adresse email de la personne à qui je vais envoyer un email. Je peux rentrer le sujet de mon email, je peux rentrer le message. Et quand j'appuie Send, ben, mon application se connecte à mon compte Outlook, celui tcar.online. Et à partir de mon compte, envoie le email à l'adresse email que j'ai donnée. Donc, on a une application email qui peut envoyer des emails à n'importe qui et cette personne va recevoir un email qui vient de mon compte TK en réalité. Donc, dans votre application de Safari, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est le but final. Vous allez modifier le code que je vais vous présenter aujourd'hui pour que quand quelqu'un s'inscrit à un de vos voyages, vous puissiez par exemple rédiger un email, ben, votre code rédige un email avec par exemple la date d'embarquement pour le voyage, le prix, les informations et shipper ça sur le email de votre client. Donc, de la même façon, d'ici quelques cours, on va voir aussi comment intégrer PayPal à notre à notre fameux site de voyage. Donc, en plus de faire payer la personne à travers PayPal, donc soit par son compte PayPal, soit par sa carte de crédit. Donc, soit par son compte PayPal, soit par sa carte de crédit. On va aussi pouvoir lui envoyer un email directement sur son compte avec le résumé. Donc, vous allez voir, c'est pas relativement compliqué et je l'ai créé sous forme d'outils, sous forme de fonctions. Donc, ces fonctions-là, vous allez pouvoir les reprendre et les réexploiter dans tous vos projets ASP Webform. Et j'ai fait l'équivalent en ASP MVC aussi. Donc, ce sont des cadeaux de moi à vous en ce magnifique après-midi. Donc, il y a plusieurs protocoles
protocoles qui existent pour l'échange de courriels. Moi, j'ai choisi pour ma démo le SMTP qui est très répandu, très efficace, qui est probablement un des plus simples et un des plus utilisés. Je pourrais vous donner des liens sur la documentation pour les deux autres aussi, mais mon but n'était pas de tous les montrer. Mon but était d'en montrer un qui soit fonctionnel pour que vous puissiez envoyer des mails à partir de vos applications. Ça va? Les sessions précédentes, ce que je faisais, c'est que au lieu d'utiliser le courrier de TK, j'utilisais Gmail. Donc, si vous allez dans votre compte Gmail et vous cherchez dans les configurations, vous allez trouver des informations similaires. Donc, pour Gmail, le nom de serveur, c'est Gmail, c'est quoi? C'est smtp.gmail.com et c'est le même numéro de port. Sauf qu'au niveau de Gmail, il y avait certaines limitations en termes de sécurité et il y avait certains ports qui étaient bloqués à TK. Alors qu'avec une adresse .online, qui est une adresse Outlook Microsoft, ça passe partout. Donc, cette image avec les informations de connexion, vous l'avez dans le dossier que je vous ai donné. Donc, je vais lancer l'application. Vous allez voir que, bon, je ne me suis pas trop forcé au niveau du design. Je n'ai même pas fait de design du tout. Le but, ce n'était pas le design, c'était vraiment les fonctionnalités en arrière. Donc, c'est une application ASP Webform. Pour des raisons de simplicité, excusez-moi, explorateur de solutions, Webform. Donc, voici mon formulaire de départ, donc rien de trop spécial. J'ai en fait, si on va en mode design, donc j'ai deux textbox, un qui va servir à taper l'adresse de la personne à qui je vais envoyer mon message, un deuxième qui va me permettre de taper le sujet du message, un troisième qui va contenir le message et un bouton qui va me permettre de soumettre tout ce qu'il y a dans ce formulaire côté serveur dans mon ASPX.cs. Pour des raisons de simplicité, j'ai utilisé des contrôles ASP au lieu d'utiliser des balises HTML parce qu'avec les balises HTML, j'aurais dû faire du AJAX pour transférer l'information du client vers le serveur. Je ne voulais pas rajouter cette couche de complexité. Ça va? Donc, je voulais me concentrer sur quand je reçois l'information côté serveur, comment est-ce que je fais pour envoyer mon email. Donc, si je lance la fameuse application, parfait. Donc, de mon compte de TK, je vais envoyer un email à mon Gmail, par exemple. Donc, tout c'est fernandtonnier@gmail.com, sujet test de mail ASP Web Form et le contenu. Bonjour, Toto. Donc, si j'appuie sur Send, ça travaille fort. Donc, on voit ici Email Send. Donc, ce que j'ai fait, moi, en fait, j'ai 3 webforms. J'ai un webform qui est mon formulaire où j'écris mon email. J'ai un formulaire qui s'affiche si jamais le email a été envoyé correctement et j'ai un formulaire qui s'affiche si le email n'a pas été envoyé. Donc, maintenant, ce que je vais faire? Ben, allons voir dans mon Gmail si j'ai bel et bien reçu le message. Donc, je vais aller sur Gmail. Let's go. OK, apparemment, j'étais pas sign in. Est-ce que je me rappelle de mon sign in, moi, si ça s'est déconnecté? Ou... je commence à avoir
commence à voir this browser or app may not be secure. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ça devrait être sur la même adresse auquel tu l'as envoyé. Oui, mais pourquoi ça s'est déconnecté? Je suis sign in par défaut d'habitude. Et je fais exprès justement parce que je sais que je m'en souviens jamais. Voilà. Donc, voici ici, test de mail ASP Web Form. Et si je clique dessus, voilà, bonjour Toto. Ça va? Donc, ça a bel et bien marché. À partir d'une application ASP, j'ai été capable d'envoyer un email sur mon compte email. Pour les sceptiques, faisons ça une deuxième fois. Mon application, elle roule toujours ici. Donc, je vais retourner à la page précédente et cette fois-ci, tiens, on va faire FTONYE. Je vais envoyer sur mon compte TK, donc test 2. Moi, ce que j'ai fait, parce que présentement, on a un email sur Mio, on a un email sur notre compte TK, on a un email sur notre compte .online. Puis là, les étudiants, ils m'écrivent à 50 endroits différents, plus dans le chat de Teams. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai redirigé mon mail de TK, mon .qc.ca sur mon .online. Comme ça, je regarde juste un endroit. Donc, test 2, bonjour, Tutu, on va envoyer. Email sent. Donc, allons voir si j'ai bien reçu ça. Oups, on va ouvrir Chrome, mon mail de Técart. C'est celui-là. Connectons-nous. Parfait. Et j'ai bel et bien reçu test 2. Bonjour, Tutu. Et si je vais dans mon Outlook ici, puisque j'ai redirigé. OK. Apparemment, Técart n'a pas encore redirigé là, vers mon Outlook. Faisons un dernier test juste pour montrer que notre programme va nous permettre de emailer qui bon nous semble. Donc, c'est ftonier at técart.online. Et ça va être mon test 3. Et bonjour, Titi. Le email est envoyé et on a entendu, en tout cas moi je viens d'entendre la petite notification. Donc voilà, test 3. Et si je clique dessus, bonjour Titi. Donc, une fois qu'on va avoir compris le code qui permet de générer ça, on sera maintenant capable de créer une application ASP Webform qui est capable de communiquer avec nos clients pour leur envoyer de l'information sous forme de email. Donc, imaginez, vous avez maintenant une base de données qui contient de l'information sur vos clients. Vous êtes capable de coder ce qu'on appelle une newsletter, par exemple. Ça va? Donc, vous êtes capable de faire un programme qui spamme vos clients. Je ne vous suggère pas de faire ça. Qui spamme vos clients en leur envoyant, en allant chercher dans la base de données le email de chacun d'entre eux et en envoyant le message à chacun d'entre eux. Vous faites une promotion sur vos voyages. Vous êtes capable d'envoyer ça automatiquement, etc., etc. Donc, regardons le code. Ça va? Donc, je vais minimiser ceci. En fait, je vais fermer ceci. Juste une question. Oui. Dans le fond, c'est possible aussi de revirer la chose puis d'avoir recevoir des emails depuis notre page web de nos clients. Oui, on peut recevoir des mails du client. Même présentement, avec le code qui est là, on peut le faire. C'est juste qu'au lieu de demander au client, donc je vais le relancer pour répondre à ta question. Donc, tu vois, moi ici, au lieu de laisser le choix au client d'écrire quelque chose ici, je peux tout simplement me débarrasser de ce text box. Fait que tout ce que le client il va remplir subject, il va remplir le message. Et moi, dans mon code, ben, la personne par défaut à qui je vais envoyer le email, c'est à moi-même. Fait que je mettrai mon adresse dans le code. Comme ça, le client, il te notifie par email. C'est bon?
Ou l'autre manière dont on peut faire ça aussi, c'est que l'information qu'on récupère ici, tu l'insères dans la base de données, sauf que toi, comme administrateur, disons que tu regardes juste ce qui a été les nouvelles commandes, je sais pas moi, une fois par jour, ben, tu as peut-être 60 commandes qui sont rentrées avant que tu t'en rendes compte. Donc, chaque fois qu'un client insère quelque chose dans la base de données, tu peux te faire du code qui te notifie par email que, hey, il y a une nouvelle commande, va voir les informations du client. Donc, ça, c'est tous des choses qu'on va être capable de faire. Ça doit être pas mal plus standard comme ça que le contraire. Oui, effectivement. Mais comme je dis, moi, j'ai juste donné un outil qui vous permet d'envoyer des mails, puis après ça, on peut le modifier selon les cas d'utilisation. Super. Okay. Est-ce que ces mêmes outils-là permettent de lire des emails? Oui, sauf que la démo ne parlait pas de lecture. Là, c'est un autre cas d'utilisation. Je pourrais en faire un autre par rapport excusez-moi, à la lecture. C'est bon? OK. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer cette version de l'application parce que plus bas, ça contient mes informations personnelles de connexion à mon mail de TK. Donc, je vais fermer cette version-ci et je vais ouvrir la version que je vous ai envoyée, qui est ASP SendMail, oui, dans laquelle j'ai retiré certaines lignes qu'on va remettre ensemble dans quelques secondes. OK. Donc, c'est un projet ASP Webform, important de le mentionner. Donc, si on regarde mon arborescence de projet, je veux envoyer un email. Donc, on est en orienté objet. J'ai pris la peine de créer une classe qui modélise un email. Donc, si on regarde ici, ben, voici ma classe email, donc une classe toute simple qui contient un attribut de type string to, qui est la personne à qui on veut envoyer le email, le sujet et évidemment le message, qui est le contenu du email. Ça va jusque-là. Le formulaire qui permet de récupérer les informations qui vont servir à remplir les différents attributs de cette classe, ben, on l'a vu tout à l'heure. Mon Dieu, c'était là. Parfait. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il est ici. Donc, je répète, je m'en excuse, je n'ai pas pris la peine de le styler, ce n'était pas ma priorité. Et on va aller voir le code dans le background. Donc, j'ai créé une classe qui modélise un email, mais pour envoyer un email, ben, il faut que je sorte de mon ordinateur, que j'aille dans le nuage Internet, que j'accède à votre compte email sur votre... Donc, c'est lourd. On n'a pas ces compétences-là en programmation réseau. Pour être capable de faire toutes ces choses, ben, on doit utiliser deux namespaces qu'il vous faut rajouter dans votre projet. Donc, system.net et system.net.mail. Ça va? Donc, ils sont les deux namespaces dont on a besoin pour être capable de faire ce que je veux vous démontrer dans quelques secondes. Comme mon but est de vous donner un outil que vous allez pouvoir adapter et réutiliser dans plusieurs situations, moi, dans cette webform, j'ai pris la peine de créer une fonction qui s'appelle sendMail, qui se trouve juste ici. Donc, elle démarre ici et elle finit là. Et c'est cette fonction que je vais prendre la peine d'expliquer. C'est elle le cœur de ce qu'on a besoin de faire. Donc, quand je veux envoyer un email, donc je dois passer en paramètre à ma fonction sendMail un objet de type email. Ben, l'objet de type email, on vient de voir à quoi ça ressemble. Ça contient tout simplement un destinataire, un sujet et un contenu de message. Et moi, j'ai fait une fonction qui retourne un booléen. Pourquoi? Parce que quand j'envoie mon email, ça peut réussir ou ça peut échouer. Donc, si ça réussit, j'aimerais peut-être remercier le client ou rediriger le client vers une page de confirmation. Si ça échoue, j'aimerais rediriger le client vers une autre page qui lui indique que ça n'a pas marché, veuillez recommencer, ou qui lui dit qu'est-ce qui a cloché en réalité. Parfait. Donc,
Envoyer un email, tout comme exécuter une requête vers une base de données ou lire dans un fichier texte, c'est quelque chose qui peut marcher ou c'est quelque chose qui peut exploser, qui peut générer une exception. Donc, tout mon code est mis dans un bloc try-catch. Voici là où vous devez faire une petite modification. Donc, pour la simplicité de la démo, ben, on a vu tout à l'heure que, ouais, je suis peut-être allé rapidement quand je l'ai démontré. Tiens, si on regarde le email que j'ai reçu tout à l'heure, ce email m'a été envoyé par qui? Il m'a été envoyé par Fernand Bicatal Bitonnier. Okay. Si je retourne sur mon Gmail, juste pour vous montrer qui a envoyé le email en réalité. Donc, si je retourne sur mon Gmail et que je me reconnecte. Dans le fond, il faut que tu choisisses un compte qui envoie le email. Ça, c'est envoyé à partir de ton compte techart.online. Exactement, c'est ce que je veux vous prouver ici. Donc on voit que qui m'a envoyé le email, c'est Fernand, c'est ftony@tk.online. Si par exemple, ce qui est le cas, moi j'ai un compte de web hosting chez GoDaddy.com pour ma compagnie de développement logiciel. Donc c'est interface-interactive.com. Donc, je peux aller sur ce serveur-là et chercher les informations de connexion à mon compte mail et je pourrais mettre ça dans le code ici. Comme ça, quand cette application ASP.NET enverrait un email, ce email-là, il proviendrait de interfaceinteractive.info ou interfaceinteractive.admin ou interfaceinteractive.dev. Ça va, donc on peut personnaliser un peu selon les cas d'utilisation, selon le contexte. C'est important que sur notre site, on demande aux clients de laisser son email parce que tous les clients qui nous sont envoyés vont l'être à partir de soi-même. Oui, donc ça ici, ben, c'est le compte, en tout cas, ça simule comme si tu te connectais à ton compte mail et que tu écrivais un email au client qui a l'adresse qu'on a mis dans le champ tout de notre classe, de notre fameuse classe email de tout à l'heure. Mais on va mettre des points d'arrêt pour le rouler. Donc moi, dans le code que j'ai exécuté tout à l'heure, bien évidemment, il y avait mon adresse email ici parce que c'est l'application envoie le email en mon nom à qui? À la personne pour laquelle j'ai rentré le email dans mon formulaire. Et ici, évidemment, j'ai mis mon mot de passe de login à mon compte mail de TK. Voilà pourquoi je ne vous donne pas cette version-là de l'application. Donc ici, chacun d'entre vous mettrait son adresse email. Donc, je donne un exemple. Benoît Atteint à tcar.online. Ça va? En fait, oui, ce serait ici .tcar. Votre adresse serait de ce format-là. Ça va? Donc, vous remplacez la première partie ici et évidemment, vous rentrez votre mot de passe. Donc, mais ça ici, ça cause un petit problème de sécurité. Là. Ça veut dire que n'importe qui a accès à ce fichier .cs connaît votre adresse email et connaît le mot de passe pour se loguer dans votre adresse email. Donc, en réalité, ce qu'on devrait faire ici, c'est que ces informations de connexion, on pourrait les mettre dans un fichier XML caché quelque part dans notre arborescence de projet. On pourrait les mettre dans une table, dans une base de données et ici faire une requête pour récupérer ces informations. Ça va? Tout le monde comprend l'idée? Oui, c'est bon? Donc, je veux envoyer un email en utilisant le protocole SMTP. Dans mon petit JPEG de tout à l'heure, j'ai montré qu'il y a le protocole IMAP qui existe, le protocole POP3, le protocole SMTP. Donc, si je veux envoyer un email par SMTP, il me faut un objet qui comprend c'est quoi le SMTP. Donc, je crée un client SMTP. Donc, mon application ASP va être un client SMTP qui va se connecter à un serveur SMTP. Le serveur SMTP, c'est le serveur web qui est hosté à Tcr et qui contient tous nos adresses online.
Donc, comment se connecter à ce serveur SMTP? C'est en utilisant les informations de connexion que je vous ai montrées dans le petit JPEG de tout à l'heure. Donc, smtp.office365.com et on va se connecter à travers quel numéro de port? Le port 387. Juste pour être sûr que tout le monde sait de quoi je parle de la petite image qui est juste ici. Donc, voici les informations, port 387, excusez-moi, et smtp.online365.com. Donc, ça, c'est des ports fixes? C'est des ports fixes pour le protocole SMTP, comme pour le protocole FTP, le port qui est fixé, c'est 21, pour HTTP, c'est 80, etc., etc. C'est bon? Super. Donc, on a plusieurs options de configuration ici. Donc, SSL, c'est une manière d'encrypter vos messages. C'est pas obligatoire. Je l'ai rajouté juste pour montrer qu'on avait plusieurs options de configuration là, dans ce protocole. Le timeout ici, c'est un délai en millisecondes. Donc, quand vous essayez d'envoyer votre email, si pour une raison quelconque, la connexion Internet n'est pas bonne, l'adresse n'est pas bonne, le serveur ne répond pas, si vous n'utilisez pas la propriété timeout, ben, votre application va essayer à l'infini d'envoyer le email, donc elle va bloquer. Donc, moi, ce que je fais ici, c'est que j'essaie pendant 10 millisecondes. Si après, donc, j'essaie d'envoyer le mail. Si après 100 000, excusez-moi, millisecondes, je n'ai toujours pas réussi à envoyer mon email, ben, on abandonne. Ça va, c'est un peu comme quand vous tapez le URL d'une page web et puis ça cherche, ça cherche, ça cherche. Quand vous ne trouvez pas, ben, le browser vous affiche page not found. Ça va? Donc, c'est à ça que servent ces attributs. Donc, c'est tout simplement des configurations. Vous pouvez les laisser telles quelles. Là où ça devient important, où vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est la ligne 45. Donc, SMTP client.credential. Credential, c'est quoi? Ben, ce sont vos informations d'identification. Donc, regardez ce que je leur passe en paramètres. Mail sender et mail password. Donc, les informations ici. Donc, l'adresse email, en fait, le login, le username et le password que mon application va utiliser pour se connecter à ce serveur mail à travers ce port. Ça va? C'est clair pour tout le monde? OK. Donc, une fois que j'ai configuré mon client SMTP, ben, c'est le temps d'envoyer mon fameux email. Donc, ce que j'ai fait moi ici, j'ai utilisé la classe mailMessage qui se trouve où? Qui se trouve dans ce namespace. Et la classe mailMessage me permet de modéliser ben, un email. Donc, qui est le sender? Qui est la personne à qui j'essaie d'envoyer le email? Pardon. Le mail sender, qui est la personne qui envoie le email? C'est moi, Fernand Tonnier, parce que c'est mon adresse que j'ai mis ici. À qui est-ce que je vais envoyer le email? Ben, à l'adresse email qui est dans l'attribut to de l'objet email qu'on crée à partir de notre formulaire. Quel est le sujet du email et quel est le message du email? On sait que dans un email, on peut encoder le message du email de différentes façons. On peut l'encoder en ITF8, on peut l'encoder en HTML. Donc, moi, j'envoie du plain text, tout simplement. Et SMTP client.send, on envoie quoi? Mail message, donc on envoie le fameux email. Si tout s'est passé correctement, on va retourner true. Si jamais il y a un problème, on va retourner status et status, je l'avais mis par défaut à false. Donc, c'est cette méthode qui fait tout le travail en réalité. Vous n'avez qu'à lui envoyer un email qui contient l'attribut to, l'attribut subject et qui contient une adresse valide ici, un sujet et un message. Et vous devez mettre les informations de connexion correctes du compte mail qui doit envoyer. Cette fonction, je l'utilise où? Ben, je l'utilise ici dans la méthode click du bouton Send. Mon bouton Send, c'est quel bouton?
si je regarde le code de mon formulaire, c'est le bouton qui se trouve juste ici. Ça va? Donc, je répète, pour question de simplicité, je l'ai fait en ASP pur, mais on pourrait facilement mettre seulement des balises HTML là-dedans et faire du jQuery et du Ajax pour envoyer nos informations côté serveur. Et c'est la même fonction que vous utiliserez ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma méthode sendMail. Et je crée un nouveau email à partir de quoi? À partir des informations que je récupère de mon interface usager. Cette méthode-là, si elle me retourne true, ça veut dire qu'elle a réussi à envoyer le mail correctement. Donc, je redirige l'utilisateur vers mon webform 2. Et mon webform 2, il fait quoi? Ben, il affiche tout simplement email sent. Donc, si jamais l'opération a échoué. Donc, si jamais on me retourne false ici, ben, je vais tomber dans le bloc else et on va me rediriger vers le webform 3 où on affiche email not sent. Donc, je vais m'amuser à mettre un point d'arrêt là-dedans. Excusez-moi, un point d'arrêt, en fait, tiens, ici. Évidemment, le email ne va pas être envoyé. Pourquoi? Parce que ben, il n'y a pas d'information de connexion. Et je ne vais sûrement pas mettre mon adresse email et mon mot de passe au vu et au su de tout le monde ici. Mais vous avez le code, donc vous pouvez modifier avec vos propres infos. Donc, ce que je vais faire, c'est juste pour qu'on voit par où l'information passe dans cette application. Je vais relancer. Donc, on va exécuter ça avec le point d'arrêt. On va répondre aux questions s'il y en a. Ensuite, on va prendre une pause. En revenant de la pause, on va passer à l'upload de fichiers. Donc, ici, disons que je veux envoyer un email à toto.tata@gmail.com, qui est une adresse qui n'existe pas. Mais ici, encore une fois, l'exemple est simple. On aurait pu rajouter de la validation là-dedans, s'assurer que l'adresse ici est valide, s'assurer qu'il y a bel et bien quelque chose dans le sujet, s'assurer que le message a bel et bien un corps, un contenu. Donc, sujet, je vais laisser. Donc, j'ai dit, je vais terminer la démo. Ensuite, on va passer à des questions, s'il vous plaît. Donc, sujet, je vais mettre sujet 1, message 1. J'appuie sur Send. Parfait. Donc, parfait. Donc, quand on a appuyé sur Send, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais peut-être recommencer parce que je n'ai pas mis mon point d'arrêt au bon endroit. Excusez-moi pour ça, pour ce que je voulais vous montrer. Relançons. Donc, je vais choisir une adresse au hasard, sujet 1, message 1, et voilà. Donc, on voit que par défaut, on tombe dans la méthode clic du bouton, ce qui est normal. Ici, j'ai appelé ma fonction send à l'intérieur des parenthèses, où normalement, je devrais mettre une équation booléenne, mais ce n'est pas un problème puisque ma fonction send me retourne un booléen. Donc, si j'exécute, on voit que ça m'amène à la méthode send et qu'est-ce que j'ai dans mon objet de type mail? Ben, j'ai les informations qui avaient été envoyées de mon formulaire. Donc, à partir de ce moment, je commence la configuration de mon email. Donc, évidemment, l'adresse mailsend2 qui est là, elle n'est pas valide. Vous devez la remplacer par vos propres infos. Le mot de passe n'est pas valide. On le remplace par nos propres infos. On configure notre client SMTP. Parfait. Une fois qu'on a toutes les informations, on est capable de dire à notre client SMTP avec quelles informations il doit essayer de se connecter à notre compte mail. Le compte mail qui va nous permettre d'envoyer le fameux email. Donc, c'est fait. Ici, j'initialise un objet de type mail message qui représente vraiment le email qui va être envoyé à travers le web par le protocole SMTP. Donc, c'est fait. On choisit le type d'encodage et ici, on envoie le email. Donc, présentement, je vais stopper l'exécution parce que si je clique ici,
ben, on va tout simplement, il va y avoir une exception qui va être générée. Pourquoi? Parce que les informations de connexion ne sont pas bonnes. Donc, je vais stopper ça là. Je vais ouvrir la fenêtre de Teams et je vais prendre les questions. Donc, il y avait, j'ai entendu la voix de qui tout à l'heure? C'était moi. Oui, vas-y, vas-y. Monsieur, la question, est-ce qu'on peut séparer les emails, mettre plusieurs emails ou c'est juste fait pour un seul email? Exemple, si on veut envoyer le même email à plusieurs personnes, comme dans Gmail, où on le sépare par des virgules comme ça là. Bon, il y a deux façons de faire ça. Si tu veux envoyer un email à plusieurs personnes, ben, tu pourrais créer plusieurs objets de type mail et appeler la fonction sendMail dans une boucle, par exemple. C'est une manière de le faire. Je n'ai pas présenté toutes les versions, toutes les surcharges de l'objet, voyons, de l'objet mail message qui est ici. J'ai juste présenté un constructeur, mais il y a d'autres constructeurs. Quand on envoie un email, normalement, on a tout. On a subject, on a le corps du message, mais on a aussi CC, on a aussi CCI, on a BC, on a plusieurs autres attributs possibles. Ils sont tous disponibles dans la classe mail message. Donc, j'ai montré ce qu'on avait besoin pour nos fonctionnalités, mais maintenant, vous êtes libre d'explorer ou d'aller consulter la documentation MSDN pour cette classe. Et ça va vous donner plus d'options. Ça va? Ça répond à la question? Super. Oui, prochaine question. Non, je suis juste curieux pour le HTML dans les courriels. C'est quand même quelque chose qui a l'air vraiment pratique quand on veut répondre à des clients. Tout ça, c'est aussi simple que de le renvoyer en HTML quand que cette propriété-là est à true. Effectivement, aussi simple que ça. Hein? C'est magnifique, les objets, non? C'est ça. Oui, parce que ça ne se fait pas avec Gmail. Exactement. Exactement. Donc, je pense qu'à partir de là, ben, vous savez, pour vraiment bien le comprendre, il faut tout simplement se salir les mains et le taper. Donc, ce que je vais faire, je vais pas stopper l'enregistrement. Si je... Monsieur? D'accord. Une seconde, je vais juste désactiver les micros. Donc, Monsieur? juste une seconde. Donc, il y a beaucoup de bruit. La personne qui vient de joindre la réunion, je lui prierai de désactiver son micro jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit en arrière d'elle. Elle peut poser sa question dans la section de chat. Donc, comme je disais, ce qu'on vient de présenter, la meilleure manière de le comprendre, vous avez le code, c'est tout simplement de le télécharger. Il devrait d'ailleurs avoir fini de télécharger dans la section, voilà. Donc, vous l'avez ici, ASP sendMail en point rare. Donc, vous le téléchargez, vous le décompressez et tout ce que vous avez à faire, c'est venir mettre à jour vos informations juste ici et ça devrait passer comme dans du beurre. L'idée est... oups, j'ai perdu ma réunion. 4. Voyons. Où vous êtes? 4, 4, 1, 4, 4, 2. Ouais, c'est vous autres. Hein? Donc, l'idée est évidemment de mettre des points d'arrêt là-dedans pour être sûr que vous compreniez étape par étape comment ça roule. Je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai fait exactement la même chose avec un projet ASP MVC que je vais distribuer demain matin au groupe concerné. Donc, on va prendre une pause, si vous permettez. Je ne vais pas stopper l'enregistrement parce que si on stoppe l'enregistrement avant la fin de la réunion, on perd l'enregistrement. Donc, ce que je vais faire, il est 53. Disons, revenons à E5, à 15h05, prenons une dizaine de minutes. Donc, je vais laisser rouler la réunion. Je vais tout simplement couper mon micro et ma vidéo. Je reviens à E5.
et on continue avec l'upload de fichiers. Ça va pour tout le monde? Good? Parfait. Donc, on se revoit E5.
OK, parfait. Donc, je suis de retour. Donc, on va attendre 1-2 minutes pour être sûr que tout le monde est revenu de la pause. Il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont contacté pendant la pause pour m'aviser que ils n'étaient pas inscrits dans le groupe. Donc, pour ces personnes-là, c'est relativement simple. Donc, sur Teams, trouvez-moi dans le chat et envoyez-moi votre... excusez-moi. Donc, à travers Teams, trouvez-moi et envoyez-moi un chat avec votre adresse .online. Et donc, tout à l'heure, je vais pouvoir vous rajouter au cours. Donc, c'est bon. Donc, encore un petit 2 minutes et je vais redémarrer. C'est bon. Donc, on est de retour avec nos 24 participants. C'est bon. Donc, on va passer à la deuxième démonstration. Donc, si je vais sur Teams dans la section équipe et encore une fois dans fichier, donc vous avez le deuxième fichier ici. Excusez-moi. Parfait. Donc, Webform File Upload, donc où on va démontrer comment ASP Webform, on est capable d'uploader un fichier sur notre serveur. Donc, allons-y. Moi, je vais ouvrir ce projet juste ici. Donc, c'est ouvert. Donc, c'est un code qui n'est pas très compliqué, comme vous pouvez qui n'est pas très long, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est important de comprendre le concept parce que c'est un concept très similaire à ce que vous avez à faire en PHP ou en d'autres technologies. Si jamais vous avez déjà eu à coder un upload de fichiers. Donc, la première chose est que peu importe la technologie web côté serveur que vous utilisez, quand vous utilisez un input type file, le input type file vous offre un explorateur de fichiers qui vous permet de naviguer sur la machine de votre utilisateur à travers son browser et de sélectionner un fichier. Pour que ce fichier puisse être uploadé sur votre serveur à travers votre formulaire, il faut que votre formulaire il faut que vous changiez le mode d'encryption de votre formulaire. Donc, un formulaire par défaut est fait pour faire transiger de la machine du client vers le serveur des informations de type du texte, tout simplement. Alors que quand on veut uploader un fichier, ça peut être de la musique, du son, une image. C'est des données beaucoup plus complexes que du texte. Donc, on doit changer le type d'encryption de notre fichier pour multi-part / firm data. C'est vrai pour le PHP, c'est vrai pour l'ASP Webform, c'est vrai pour le ASP MVC, c'est vrai pour le Python, c'est vrai pour le Node, pour le React, pour le Angular. C'est vrai pour absolument toutes les technologies côté serveur et côté client, puisque le formulaire est toujours codé du niveau du client. Donc, j'ai ici un input type file qui va me permettre d'ouvrir mon explorateur de fichiers et la valeur que je donne à l'ID et au name de mon input type file vont être très importants puisque c'est cette information-ci qui, dépendamment de la technologie, va me permettre d'aller récupérer le fameux fichier que j'ai uploadé sur mon serveur. En PHP, par exemple, on utilise un super tableau global $_files et entre les crochets
de ce tableau, on devrait normalement inscrire la string suivante et c'est ça qui nous retournerait le fameux fichier qui a été uploadé. On va voir que la syntaxe est légèrement différente en ASP Webform et pour ceux qui font du ASP MVC avec moi, ben, vous verrez demain que la syntaxe est encore une fois un peu différente aussi. Donc, ça, Fernand, excuse-moi, Fernand, est-ce que ça oui. veut dire que on fait de la base de données pour qu'est-ce qui est du texte, pour les traductions, les annonces, mais quand on arrive à des fichiers ou des images, du son, là, on utilise un autre système que la base de données? Non, on va toujours avoir besoin de la base de données en fait. Pourquoi? Parce que l'image, parce que je fais un exemple avec une image, mais ça pourrait être un PDF ou un PowerPoint, ça n'a pas d'importance. Mais quand on va uploader ce fichier, on va l'uploader dans un dossier en particulier sur notre serveur. Ça, c'est super. Il est dans un dossier. Mais cette image, si tu veux l'afficher, tu as besoin de son URL. Donc, si tu n'as pas sauvegardé son URL quelque part, qu'est-ce que tu vas mettre dans l'attribut source de ta balise image? Donc, la séquence, en réalité, c'est que j'upload le fichier et je le mets dans un dossier sur mon serveur. Et le chemin de ce fichier dans le dossier sur mon serveur, je l'insère quelque part dans la base de données. Donc, comme ça, si tu fais une page administrative dans laquelle tu veux pouvoir choisir les images que tu affiches dans ton interface usager, ben, ta fameuse vue ou ta page administrative, ben, elle va aller chercher dans la base de données le URL de toutes les images. Et ce URL-là, il vise où? Il vise sur le fameux dossier qui est sur ton serveur. Donc, on va rouler la démo, puis je pense que ça va te permettre de le visualiser. Ça va? Donc, reviens-moi là-dessus tout à l'heure. Si ce que je viens de dire t'a pas éclairé, je crois que tu vas comprendre tout à l'heure. Donc, mon formulaire est simple pour l'instant. Donc, le formulaire commence ici, il finit là. Comme je l'ai mentionné, c'est important de changer le mode d'encryption. J'ai un input tab file, tout simple. Et j'ai un bouton ASP. Encore une fois, ça aurait pu être un bouton HTML. On a vu dans un cas de figure ASP ou HTML comment renvoyer l'information vers notre serveur. Donc, le fichier qui va être uploadé, je veux le sauvegarder concrètement quelque part sur mon serveur. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un dossier file juste ici. Et mon dossier file, si je double-clique dessus et je vais l'ouvrir dans mon browser, on voit qu'il est présentement vide. Ça va? Donc, c'est le dossier file qui se trouve dans mon projet Webform Upload File. Donc, je vais m'amuser à mettre un point d'arrêt dans mon code en réalité. Donc, je vais mettre un point d'arrêt juste ici et en exécutant ce code, ben, on va expliquer ligne par ligne ce que chacune des lignes fait. Donc, aussi simple que ça. Donc, je vais lancer l'application. Donc, encore une fois, je ne me suis pas trop excité en termes d'interface usager. Donc, ici, c'est mon input type file qui est composé d'un bouton et d'un label. Donc, ça vient par défaut avec les input type file. Et le bouton upload ici, c'est mon bouton ASP. Donc, si je clique là-dessus, donc, sur mon ordinateur, j'avais deux petites images. Hein. Donc, prenons test 2, par exemple, et faisons open. Donc, on a test 2 qui est là. Maintenant, quand j'appuie sur upload, donc, regardez ce qui se passe. Donc, file ici, file, c'est un type de données, une classe C# qui est disponible. On y a accès par défaut. Mais regardez ce qu'il y a ici. Donc, file.postedFile. Donc, l'objet file, il joue le rôle de quoi? Il joue le rôle du tableau $_file qu'on a en PHP. Donc, un tableau global à l'intérieur duquel on peut aller chercher les fichiers qui ont été uploadés sur notre serveur. Le problème avec ces fichiers-là, que ce soit en PHP ou en ASP, c'est qu'une fois qu'ils sont sauvegardés sur notre serveur, ils sont sauvegardés temporairement. Si on ne les prend pas et on les déplace, et on ne les déplace pas dans un répertoire permanent, ben, dès que notre script ou notre code finit de s'exécuter, ils disparaissent de la mémoire. Donc, ce que je fais ici, c'est que je récupère le nom du fichier
qui est présentement stocké temporairement. Donc, ce nom de fichier, je vais le sauver dans la variable fn pour file name. Donc, c'est fait. Et maintenant, moi, ce fichier, j'aimerais le sauvegarder dans le dossier permanent sur mon serveur qui s'appelle file. Donc, comment est-ce que j'ai créé ce dossier? C'est simple, à bouton droit, nouveau dossier, j'ai appelé mon dossier file. Et donc, c'est le nom de ce dossier que je viens mettre ici. Donc, j'aurais pu appeler mon dossier Toto, Tata, peu importe. Ce qui est important, c'est que le nom du dossier qui est là et le nom du dossier qui est là soient écrits de la même façon. Et il faut aussi respecter la structure des répertoires. Donc, si j'avais créé le dossier file dans le dossier app.data, ça aurait été app_data, ici, /files. Ça va? Donc, ici, je suis en train de construire, le URL auquel je vais vouloir aller déposer ce fameux fichier que je suis en train de télécharger. Donc, la première partie va contenir le nom de mon fichier et la deuxième partie va contenir le chemin complet sur mon serveur. Donc, si j'appuie juste ici, oui, Benoît? Entre les deux, il y a // deux. Oui, deux slash. entre les deux, il y a // pourquoi, et tu vas comprendre pourquoi dans 2 secondes. Rappelez-vous que en .NET, sur Windows, ben, dans une string, le backslash a une signification particulière. Ça va? Donc, le // c'est parce qu'on escape. Ça va tout simplement. Sinon, j'aurais dû utiliser le A commercial pour ne pas avoir à faire ça. Donc, si je donne un petit coup, ben, voici, ça répond à la question de Benoît. Ça va? Tout le monde voit le chemin qui vient de s'afficher? Oui? Donc, le C://user// donc, c'est le chemin complet du répertoire files sur mon serveur présentement. Ça va? Donc, et une fois que ça s'est fait, ben là, je dis que ben, le fichier qui se trouve présentement dans un répertoire temporaire sur mon serveur, je veux l'enregistrer à quel endroit? À l'endroit qui se trouve ici, l'endroit qu'on vient de créer par concaténation. Donc, voilà, c'est fait. C'est fait. Et response.write, donc ça va rediriger l'utilisateur vers une page sur laquelle on va tout simplement avoir le texte « The file has been uploaded ». On aurait pu rediriger l'utilisateur vers un fichier .aspx où on aurait pu avoir du code HTML qu'on aurait écrit nous-mêmes. Donc, je vais finir l'exécution. Parfait. Ça me retourne vers une page qui dit « The file has been uploaded ». Et si je ferme ça, bon, même sans le fermer, allons voir directement dans notre fameux répertoire. Rappelez-vous que j'ai prouvé avant de commencer la démo qu'il était vide. Donc, il contient maintenant mon fameux fichier. Si je retourne sur le site, parce qu'on ne l'avait pas encore fermé et que ben, je recommence, donc, je vais aller chercher tiens, la deuxième image. Upload. Et avant d'exécuter ça une deuxième fois, je veux juste revenir sur la première question de Benoît. Mon files.posted_file qui est juste ici. C'est un objet, cette histoire-là. Donc, regardez bien. Vous voyez toutes les infos que j'ai là-dedans. J'ai la taille en bytes de ce fichier. J'ai le type de fichier, c'est une image de type JPEG. Je connais son nom, test.jpg. Je sais dans quel, etc., etc. Et ici, je vais avoir son URL complet. Donc, si j'ai une table image dans ma base de données, ben, je vais être capable de venir chercher ces informations ici pour remplir les différents champs de ma table et je vais être capable de venir chercher le URL complet ici pour remplir ma table. Et pourquoi c'est nécessaire de faire ça? La raison est très, très simple. Donc, si je continue, parfait. On sait maintenant que dans mon dossier, juste ici, bla, 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 dans mon dossier juste ici, j'ai 2 images. Mais si je veux
afficher cette image-là dans ma page web. Benoît, je fais comment? Si je n'ai pas sauvegardé son URL quelque part. Si tu n'as pas sauvegardé son URL, tu ne peux pas. Exactement. Et où je vais sauvegarder son URL? Dans la base de données pendant que je suis en train de l'uploader. Ça va? Ça répond à ta question de tantôt? Oui, mais juste le file one, j'aimerais ça voir dans ton code où est-ce qu'est instanciée cette variable-là. Comment elle est déclarée? On a file1.postedFile, puis file 1 dans le fond. Oui, file 1. Mais file 1, ça, c'est pas le. C'est toi qui l'as créé. Oui. OK. File 1, OK, c'est file 1. file 1, OK. Donc, okay, c'est l'ID, donc c'est la propriété name, c'est ça. Ça va? OK. Donc c'est un objet file. Exactement. Et comme la syntaxe est un peu différente du PHP, mais c'est plus ou moins le même processus et c'est la même chose dans les autres langages orientés objet. Donc, je crois que vous réalisez que c'est un code qui en réalité n'est pas si compliqué que ça. C'est c'est une série d'étapes assez simples en réalité, mais ça nous permet de faire quoi? Là, tiens, juste pour prouver que ça ne marche pas juste avec les images, parce que bon, j'ai uploadé des images là, mais dans un dossier images, je vais aller sur mon bureau. Tiens, horaire de disponibilité. Tiens. Open, upload. Donc, on voit horaire de disponibilité de rencontre, c'est un point PDF. Donc, je vais m'amuser à essayer de sauvegarder. Ça n'a pas planté, c'est bon signe. Et si je vais voir dans mon fameux dossier, oups, et voilà, j'ai le fameux PDF que je peux ouvrir. Que je peux ouvrir sans problème, juste ici. Ça va? Donc, on peut uploader toutes sortes de fichiers. Maintenant, moi, j'ai donné un outil de base. C'est sûr que vous pouvez l'améliorer. On pourrait très facilement se faire un code qui, la string ici qui nous est retournée par la propriété filename, on pourrait utiliser les expressions régulières ou les méthodes de la classe string, par exemple substring, pour aller vérifier quel est le type d'extension du fichier. Si c'est un point JPEG, je le sauvegarde dans le dossier. Si c'est un point JPEG ou un point TIFF ou un point GIF, ou peu importe, je le sauvegarde dans le dossier file/image. Si c'est plutôt un point PDF ou un point TXT ou un point docx, je le sauvegarde dans le dossier texte, etc., etc. Donc, moi, j'ai donné l'outil de base qui permet d'uploader un fichier. Maintenant, en fonction du cas d'utilisation que vous avez implémenté, vous devez adapter ce code selon vos besoins. Ça va? Donc, ce fichier aussi, comme je viens de le mentionner, est disponible dans la section dans la section Files des postes globales du cours. Donc, qu'est-ce que je veux qu'on fasse avec ces deux démos? C'est là que les choses sérieuses commencent. Donc, on a deux fichiers, un qui nous permet d'envoyer des emails, un qui nous permet d'uploader des images. Donc, je vais le dire verbalement ici, mais quand le cours sera fini, je vais aller sur Omnivox dans la section des énoncés de travaux et je vais vous faire un beau petit résumé des manipulations. Donc, parfait. Donc, dans notre fameux site de e-learning, donc je vais déjà commencer par aller le chercher, notre magnifique site de e-learning qu'on avait ici. Première modification que je vais vous demander d'apporter, le magnifique formulaire qu'on avait ici, qui est un formulaire de questions que votre utilisateur c'est un formulaire de questions, non, un formulaire de contact, excusez-moi, que votre utilisateur vous envoie. Pour l'instant, tout ce qu'on faisait, on validait qu'il y avait bien un nom, une adresse email valide, un numéro de téléphone, on récupérait les infos et on les insérait dans la base de données. Mais votre fameux client, il n'avait jamais de notification comme quoi
son message avait reçu et ben, il n'avait jamais de réponse puisqu'on répondait jamais. Donc, on va faire deux choses ici. Lorsqu'on appuie sur le bouton Send, qu'est-ce qui va arriver? On va toujours insérer toutes ces informations dans la base de données, mais on veut envoyer un email à l'adresse qui se trouve ici à notre fameux client pour le notifier qu'on a bel et bien reçu ces informations de contact et qu'on va répondre sous peu à son message. Ça va? Donc, première partie. Deuxième partie, jusqu'à présent sur notre site, est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la première partie? Juste me dire oui dans la fenêtre de chat. Ça va, de toute façon, je vais le résumer sur Omnivox. Donc, je veux voir des petits oui là, écrits dans la fenêtre de chat. Oui. Parce que Benoît, je vois sa tête, mais les autres, je ne vois pas leur tête. Donc, ceux qui ne veulent pas montrer leur tête, écrivez oui dans la fenêtre de chat. Donc, première partie, la réponse, la notification de réception au formulaire de contact. Donc, pour la troisième fois en 1 minute, est-ce que je peux avoir des oui dans la fenêtre de chat si on a bien compris? Je pense que c'est votre chat qui ne marche pas. Mon chat? Ah oui, vous le voyez, moi je ne le vois pas. Ah, OK, ouais, c'est bon. Merci. Oui. Parfait, merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir menacé gratuitement. C'est bon. Parfait. Donc, continuons. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donc pour l'instant, sur notre site, on n'a aucune fonctionnalité administrative. Mais pour être un administrateur, normalement, il faudrait que je puisse me loguer dans la section administrative du site. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un login. Faire un login, ben, c'est une requête, tout simplement, dans la base de données où on va rentrer notre username, notre password. Si notre username et notre password existent, on va être redirigé vers la page des fonctionnalités administratives. Une des fonctionnalités administratives qu'on veut, basée sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est d'être capable de répondre aux demandes de contact, aux questions de nos clients. Donc, dans cette page-là, on devrait normalement voir le nom des différentes personnes qui, ici, là, on devrait voir le nom des différentes personnes qui ont rempli ce fameux formulaire et on devrait avoir un petit bouton « Répondre ». Donc, on devrait pouvoir taper une réponse au message et quand on appuie sur « Répond », ça envoie une réponse à cette fameuse personne. Donc, on a en fait, en faisant ça, un système de support technique. Ça va? Les clients sont capables, à partir de la section « Contact », ou info ou questions de notre site web, de nous envoyer des questions. Ils ont une réponse automatique qui leur dit merci d'avoir posé votre question, on vous répondra sous peu. Et nous, comme administrateurs, on peut se loguer dans notre site, voir les différentes questions qui ont été posées et quand on répond, ça envoie la réponse par mail au fameux client. Donc, ça, c'est pour la partie mail. Maintenant, pour la partie upload d'images. Donc, présentement, notre site, ce qu'il fait, et si je retourne sur notre magnifique site, bon, on veut pas faire ça partout, ça devient redondant. Donc, votre site, il a une magnifique galerie. Donc, la galerie, les photos qui s'affichent dedans, ben, vous les avez drag and drop dans un dossier sur votre fameux serveur et donc, il y en a un nombre fixe présentement. Donc, on aimerait, encore une fois, dans la section administrative, qu'on puisse se loguer comme administrateur et voir qu'on puisse se loguer comme administrateur et qu'on puisse rajouter uploader une nouvelle photo dans la galerie. Ça va? Donc, ça se résume à, uploader une nouvelle photo dans le dossier image. En uploadant une nouvelle photo dans le dossier image, on va aussi sauvegarder les informations de cette photo-là dans la base de données, ce qui fait que si je rajoute 2, 3, 4, 5 nouvelles photos, ben, dans ma page ici, je devrais avoir aussi 2, 3, 4, 5 photos supplémentaires. Donc, première variation. Deuxième variation,
On ne veut pas nécessairement tout le temps avoir toutes les photos qui sont dans notre table image ou dans notre table galerie affichées sur notre site web. Peut-être on voudrait avoir une fonctionnalité qui nous permet de cocher ou de sélectionner les images qu'on veut bien afficher, ou peut-être de les trier. Si vos images ont un thème, par exemple, donc les images, je donne des exemples, les images de félins, ou les images d'oiseaux, ou les images de mammifères, peu importe. Donc, je pourrais choisir le type ou la catégorie d'image que je veux afficher dans ma galerie. Donc, c'est le genre de modification que je vais vous demander d'apporter au projet de Safari actuel. Donc là, j'ai lancé une série de fonctionnalités juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre, excusez-moi. Donc, je vais m'asseoir tout à l'heure, là, tranquille, quand je vais arrêter de m'exciter, tout ça dans mon coin. Puis, je vais choisir spécifiquement lesquelles de ces fonctionnalités-là je veux vous faire implémenter et je vais faire un nouvel énoncé de travail sur Omnivox. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est le plan de match. Donc, chaque cours qui nous reste, en réalité, c'est ça que je vais faire. Je vais présenter quelques nouvelles